Camille Nervieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc porte-parole du PS. Ça n'est pas un métier facile en ce moment, il faut le reconnaître. Alors Anne Hidalgo a tenu meeting hier à Perpignan. Un peu juste peut-être pour renverser la vapeur, non ? Écoutez, moi j'ai vu une femme vraiment galvanisée, transportée, comme si l'annonce de l'appel à l'union l'avait libérée d'une certaine manière. Et je l'ai trouvée au contraire très sûre d'elle, très dynamique, avec effectivement un appel de nouveau aux partenaires de gauche pour réaliser cette union et surtout des thématiques extrêmement importantes, notamment la défense des services publics, le positionnement sur la retraite à 62 ans. On va revenir sur ces propositions. Voilà, beaucoup de propositions qui marquent encore une fois, qui sont des marqueurs de gauche importants et elle était très en forme hier, Anne Hidalgo. Elle a assumé ce qu'elle appelle son rêve, le rêve d'union de la gauche. Mais c'est un peu déjà nous dire, ça sera pas une réalité. Non, c'est de dire qu'elle croit à cet idéal, encore cette alternance finalement possible à Emmanuel Macron, qui aille dans le sens du progrès, de l'humanisme, et non pas des discours de haine qu'on entend de l'autre côté. Mais il faut l'union. Donc il faut l'union parce que... Combien de temps il vous reste pour gérer cette union avec une primaire ou autre chose ? La primaire populaire, elle fixe un calendrier à la fin janvier. Je pense que raisonnablement, on peut penser qu'à mi-janvier, il faudra commencer à avoir des réponses définitives de la part des partenaires pour commencer à s'organiser. Parce que l'idée, c'est effectivement une primaire pour désigner une incarnation, mais il y a tout un travail effectivement en amont et en aval sur un programme commun. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on emmène le peuple de gauche pour l'élection présidentielle. Donc ce travail, il est très important et je pense que les choses vont se fixer courant janvier 2022. Et quels arguments aujourd'hui transmettre à Yannick Jadot, qui est toujours réticent pour venir dans cette primaire ? C'est très simple. Soit il y a une union, une candidature commune, soit il n'y aura aucun candidat de gauche qui accédera au second tour de cette élection présidentielle. Donc, si on croit vraiment dans l'urgence climatique et les multiples rapports du GIEC qui nous montrent l'importance d'agir maintenant, là, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, pour travailler pour le climat, si on croit vraiment à cela, on ne peut plus attendre. Et donc, c'est maintenant qu'il faut prendre cette responsabilité. On voit bien qu'il n'y a aucune avance de la part d'aucun candidat de gauche aujourd'hui. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc c'est une responsabilité historique que porte la gauche et je suis très fière qu'Anne Hidalgo ait porté cette parole. Nous, au Parti Socialiste, ça fait des mois qu'on appelle à l'union. Et quand on le faisait il y a des mois, les gens nous disaient « Attendez, c'est trop tôt, les offres politiques doivent pouvoir se constituer, se construire. » Et aujourd'hui, on nous dit « C'est trop tard. » Donc non, on peut encore le faire. Il s'agit de se réveiller et je pense qu'il y a une tension saine qui s'exerce aujourd'hui de la part des militants, du corps électoral sur Yannick Jadot, notamment pour qu'il change d'avis et qu'il participe à cette primaire populaire. Une plateforme commune, ça paraît accessible parce que vous avez déjà gouverné ensemble dans les années passées. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce qui fait office de primaire, ce sont les sondages, et que donc le candidat leader de cette plateforme commune, c'est naturellement Yannick Jadot, qui d'ailleurs s'était retiré en 2017, donc c'est lui renvoyer l'appareil finalement. Oui, mais en 2017, nous n'étions pas dans le même contexte politique, si vous voulez. Nous n'avions pas des militants d'SOS Racisme qui se faisaient tabasser dans des meetings de l'extrême droite. Nous n'avions pas une droite qui nous propose un Guantanamo à la française ou bien de distinguer les peines selon votre lieu d'habitation. Donc la situation a évolué, la situation politique. Et on voit bien aujourd'hui que seule l'union permettrait d'accéder au second tour et surtout de construire une plateforme commune. Vous le disiez, on voit que ce soit les parlementaires ou le travail qu'on réalise dans les régions, dans les villes, dans les départements, on gouverne déjà ensemble. Donc c'est possible. On est d'accord sur plus de 80% des thématiques. Donc effectivement, il y a encore des points divergents sur lesquels on doit travailler, mais on peut le faire, on a le temps de le faire et on gouverne déjà ensemble un certain nombre de collectivités. Donc c'est possible. Vous êtes dans la direction du PS comme porte-parole. Est-ce que, entre vous envisagez le scénario d'un retrait pur et simple de la candidate ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, vraiment, Anne Hidalgo est complètement déterminée à aller jusqu'au bout, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle a appelé à l'union en expliquant bien que si ça ne se réalisait pas, elle irait coûte que coûte jusqu'au bout parce que la parole qu'elle porte, c'est une parole d'espoir, c'est un idéal certes, mais justement on essaye de retrouver cet idéal-là. On voit bien qu'on vient de passer 2 ans de crise sanitaire où justement les valeurs de gauche, de services publics, d'un État interventionniste fort qui protège ses concitoyens, on a vu l'importance que ça avait. Donc les valeurs de gauche, en réalité, la question du pouvoir d'achat, des inégalités sociales qui explosent, elles sont au cœur du débat public. Donc il y aura une candidate socialiste, que ce soit avec ou sans primaire ? Il n'y aura pas de présidentielle sans socialiste. Bien sûr, il y aura une candidature socialiste. Ce sera celle d'Anne Hidalgo. Si la primaire n'a pas lieu, je pense que même s'il y avait une primaire, ce serait Anne Hidalgo qui la remporterait, mais le cas échéant, elle continuera. Et si la primaire a lieu, Christiane Taubira est bienvenue dans cette primaire ?
Alors aujourd'hui, Christiane Taubira, on entend beaucoup son nom circuler, mais elle n'a pas, à ma connaissance, exprimé le fait qu'elle souhaitait être candidate. Mais à ma connaissance, elle a plutôt renoncé à se présenter. Christiane Taubira échange beaucoup avec Anne Hidalgo. Je pense qu'elle soutient la candidature d'Anne Hidalgo. Elle le dira en temps voulu, mais aujourd'hui, non. A priori, il n'est pas prévu qu'elle participe à la primaire s'il y en avait une. Alors sur le fond des propositions d'Anne Hidalgo, elle a dit hier qu'elle voulait être la candidate de la réconciliation, de la concorde. Comment faire avec une société aussi archipélisée, divisée, tendue ? Alors justement, elle a parlé beaucoup de la défense des services publics. Il y a aussi la question des différentes générations. Elle a aussi bien parlé de la retraite à 62 ans que de la jeunesse qui est désespérée dans ce pays, qui appelle à l'aide. Donc on a proposé notamment la question du minimum jeunesse, donc sans condition à partir de 18 ans, qui est l'équivalent du minimum vieillesse qu'on a aujourd'hui. Donc les jeunes ont besoin aussi de ce petit coup de pouce pour rentrer dans la vie active. Et puis il y a aussi la question du droit de vote à 16 ans. Il y a la question aussi des réfugiés, d'un accueil digne pour les réfugiés. La question du droit de vote aux élections locales pour les étrangers, par exemple. Ça fait longtemps. Depuis au Parti Mitterrand, en 80, vous n'étiez pas né, c'était Anne déjà une Hidalgo proposition. le fera enfin. Ce sont des mesures fortes qui sont des marqueurs de gauche et qui parlent à l'ensemble des Français. La revalorisation du SMIC. En fait, la question, c'est de se positionner par rapport à ceux qui sont les oubliés de notre République aujourd'hui et ceux qui sont sur le bas-côté. Et nous ne les oublions pas. Et nous parlons encore aujourd'hui aux classes populaires. Contrairement à ce qu'on entend, le Parti socialiste n'est pas un parti qui s'est boboisé. Nous prenons en compte la question sociale qui est notre ligne de mire, notre ligne de conduite principale, et la question environnementale et climatique. Dans cette volonté de réconcilier, est-ce que la gauche n'a pas sous-estimé les communautarismes et notamment le séparatisme islamiste ? Non, le Parti socialiste a toujours été très clair. C'est un parti laïque, républicain, qui vise à inclure, évidemment, qui a une vision plurielle, positive de l'identité, qui inclut, mais qui ne se renferme pas effectivement et qui lutte activement contre le communautarisme. Peut-être effectivement que ça nous différencie d'un certain nombre d'autres partis de gauche, mais ça c'est une ligne qui est très claire au Parti socialiste et on n'a jamais exprimé le moindre amitié avec des mouvements communautaires. Pour l'instant, on a toujours été très clair sur cette ligne, et notamment Anne Hidalgo. Augmenter les salaires, notamment augmenter le SMIC de 15%, c'est ce qu'elle propose. Comment éviter que ça ne fasse s'effondrer la compétitivité des entreprises ? Alors ça, c'est toujours la même question qui se pose. Oui, c'est la réponse qui va vous faire la droite. Oui, mais la question de la relance, en fait. Si vous voulez, le pouvoir d'achat, ça repart dans l'économie. Donc vous payez mieux les gens consomment, ils consomment peut-être de façon plus raisonnable, des produits français, en circuit court. Donc la question, c'est toujours cette relance keynésienne. C'est le même principe. Vous savez, en Espagne, Pedro Sanchez a augmenté les salaires aussi d'une façon considérable, et notamment le SMIC. C'est permettre à des gens qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir, même des travailleurs, les travailleurs pauvres, c'est un phénomène quand même qui est incroyable. Vous avez des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus, avec un coût du logement qui explose, des charges qui explosent et le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Et parallèlement à ça, depuis des années, les salaires qui stagnent. Ce n'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. Vous avez une accumulation aujourd'hui de la richesse vers les plus aisés de ce pays. Et en attendant, les travailleurs qui sont précaires, qui n'arrivent plus à se loger dignement et qui ne peuvent plus consommer. Donc, la question de la revalorisation du SMIC, ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui, il s'agit d'agir concrètement. 15%, c'est quand même significatif. Et après, d'engager des négociations dans chaque branche professionnelle avec les organisations syndicales pour revaloriser les salaires en fonction de la pénibilité aussi et en fonction de l'utilité sociale. De la même manière, la retraite à 62 ans, certes, mais comment on la finance avec une population qui vieillit, de plus en plus de retraités à financer par de moins en moins d'actifs ? Alors, vous savez que la réforme des retraites, ce n'est pas une urgence. Quand vous regardez les comptes des caisses de retraite, aujourd'hui, même les professionnels qui travaillent dans ce secteur vous disent il n'y a pas urgence. Pour l'instant, on est relativement à l'équilibre. Donc, prenons le temps de construire un modèle qui soit innovant, qui permette de prendre en compte la pénibilité. C'est vraiment des choses qui nous mettent, nous, à gauche, vraiment très en colère, de voir des gens qui commencent à travailler, qui ont des métiers pénibles et qui commencent très jeunes à travailler et où on pousse toujours plus loin le curseur, alors qu'on voit qu'il y a une part considérable des gens qui exercent des fonctions pénibles qui meurent avant d'accéder à la retraite. Donc ça, ce n'est pas normal. C'est une source d'inégalité qui est quand même considérable. Donc on peut trouver un système. Il n'y a pas d'urgence. On va réformer dans le temps en trouvant un système qui permet la prise en compte des critères de pénibilité et que ce soit moins une nébuleuse administrative. Parce qu'aujourd'hui, la pénibilité qui avait été lancée sous François Hollande, c'est une usine à gaz. Mais bien sûr, c'est une usine à gaz. C'est trop compliqué. Donc les employeurs n'y font pas appel. Et en plus, il y a un certain nombre de critères qui
sont quand même assez restrictifs. Donc moi, je pense qu'il faudrait élargir les critères de pénibilité pour prendre en compte la réalité des métiers qui sont vraiment difficiles et leur permettre de partir plus tôt. Si l'on vote à 16 ans demain grâce à la gauche, est-ce qu'il ne faudra pas abaisser la majorité pénale à 16 ans comme le demande la droite? Si on a le droit de voter pour les députés qui font les lois, on respecte la loi, on est un citoyen complet. Il faut respecter la loi, y compris quand vous avez entre 16 et 18 ans. Mais vous savez, en France, vous pouvez être incarcéré dans des centres spécifiques pour jeunes quand vous réalisez des crimes ou des choses très graves dès 13 ans. Hein. Donc, si vous voulez, après la responsabilité pénale à 16 ans, non. Ce qu'il y a, c'est de dire, aujourd'hui, à 16 ans, vous pouvez constituer une association. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas exprimer un vote? Il faut inclure cette jeunesse dans les débats politiques et les débats publics. Par contre, moi, je pense que ce qui est très important, c'est pas seulement donner le droit de vote comme ça, comme un chèque en blanc. Il faut éduquer les jeunes à la politique. Et ça, je pense que c'est le rôle de l'école, Comment véritablement. on fait? Donc on fait des cours supplémentaires d'éducation civique? Absolument, je pense. C'est l'éducation civique et c'est l'éducation politique. C'est comprendre, on prend les programmes, on étudie les programmes, on étudie les courants. Pas seulement les institutions. Pas seulement les institutions, les programmes, qu'est-ce que les la gauche, partis la droite politiques. Absolument, leur histoire, leurs propositions. Voilà, on en débat en cours. Je pense que c'est très important parce que les jeunes doivent avoir des clés de compréhension du débat public pour pouvoir s'exprimer. Les jeunes, on les a beaucoup vus chez Zemmour à Villepinte la semaine dernière. Il y a des jeunes Zemmouriens. Pourquoi? Le premier camp politique des jeunes, c'est l'abstention. On a encore un sondage hier qui est sorti qui montre effectivement une proportion entre les 18-20 ans. Il y en a presque 90% qui envisagent de s'abstenir en 2022. Donc c'est vraiment qu'il y a une déconnexion réelle. Je pense que l'engagement des jeunes aujourd'hui, il ne passe pas par les appareils politiques traditionnels. C'est aussi quelque chose auquel on réfléchit beaucoup au Parti socialiste. Comment finalement modéliser un engagement jeune à travers voilà des causes qui comptent, à savoir la lutte contre les inégalités, la question de l'égalité femmes-hommes, la question de la lutte contre les discriminations ou du climat. Les jeunes ont envie de s'engager. Simplement, ils ne croient plus aux appareils politiques traditionnels tels qu'ils sont constitués. Et donc, l'idée, c'est comment les partis politiques arrivent finalement à leur permettre de se mobiliser, de s'engager autrement. En un mot, le non à l'indépendance l'a emporté à 96%, Nouvelle-Calédonie qui restera française. Vous vous en réjouissez? Alors, écoutez, c'est difficile de se réjouir quand on voit un scrutin où vous avez plus de la moitié des Calédoniens qui se sont abstenus. Les indépendantistes ont boycotté le scrutin, oui. Oui, les indépendantistes ont boycotté, donc c'est vrai que c'est compliqué. On voit qu'ils vont contester le vote là devant l'ONU. Donc moi, je ne peux pas me réjouir de cette situation parce que l'idée, c'est de trouver quand même un accord de paix et j'ai peur qu'on retrouve la situation de 87 où finalement les deux camps s'affrontent. Ce qu'on cherche, c'est surtout la paix. Mais un scrutin, pour être valable, il faut effectivement que les gens acceptent d'y participer. Donc en l'état, ça ne me satisfait pas. Céline Hervieux, merci, bonne journée. Merci beaucoup à vous.